de pouvoir se saisir des immeubles, même ceux qui sont en dehors du ressort, de son propre ressort. Voilà les deux exceptions qui logent dans le principe de la vente successive des immeubles. Eh bien, après avoir analysé les questions des compétences du juge, nous venions également d'analyser les questions des compétences du notaire. Sur le plan territorial, les règles applicables devant le juge sont également applicables devant les notaires, compétences territoriales. Mais seulement, je vous ai dit que avant l'avènement du droit communautaire, le notaire n'intervenait que lors de l'adjudication de l'immeuble. Je vous avais dit la fois passée que le concept adjudication signifie vente, dans ce cas, vente de l'immeuble. Mais le droit communautaire prévoit également actuellement l'intervention du notaire. C'est l'article 282 de l'acte uniforme sous examen, procédure simplifiée des recouvrements et de voies d'exécution. Mais pour que le notaire soit saisi en vue de l'organisation et de la réalisation de la vente de l'immeuble, il doit être préalablement prévu une clause en vertu de laquelle, en cas de défaillance de paiement, il faudrait saisir le juge, plutôt le notaire. Ça doit être expressis verbis prévu dans le contrat. Et même dans le commandement, nous allons bientôt analyser le commandement, il doit être prévu, cette clause-là, que c'est le notaire qui en a compétence. Même la Corse et la nouvelle loi de 2016, de juillet 2016, qui réglemente l'exercice du notaire, prévoit que le parfait de droit, mais qui est là, nommé. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les immobilières étaient régies par l'ordonnance du 16 juillet 1886. Et actuellement, comme le droit communautaire s'impose à partir des articles 246 jusqu'à 338. Et c'est ça la feuille de route en saisie attribution de l'immeuble hypothéqué. Saisie attribution de l'immeuble hypothéqué. Mais en tout cas, moi j'étais surpris. J'ai dit, mais où trouve-t-il le fondement d'une pareille action? Saisie attribution immédiate de l'immeuble hypothéqué. Ici, nous avons l'exécution. La réponse est non, parce que l'article 113 de la loi organique qui nous régente aujourd'hui en matière d'organisation et compétences judiciaires prévoit que c'est des tribunaux de grande instance. Le deuxième problème, dans une situation, on puisse bien se rendre compte des défaillances. Donc, ça pose problème. C'est ainsi qu'il est important que nous continuions les conditions préalables. Là, pratiquement, je suis en train de résumer mon livre sur la saisie immobilière, parce que les questions relatives aux organes compétents, c'est le premier chapitre. Le deuxième, ce sont des conditions préalables. Donc, je suis juste en train de résumer le dit livre. Quelles sont les conditions préalables de la saisie immobilière ou préalables à la saisie immobilière? Son document parcellaire, il peut amener les certificats d'enregistrement ou même tout autre document, fiche parcellaire, il vous donne ça. Voilà, j'ai besoin de 50 000 $, mais j'ai une parcelle de 100 000. Donnez-moi cet argent, ça va me permettre d'aller en Chine acheter les biens pour venir les vendre, je vais vous les restituer. Avec
cette personne, les débiteurs, vous allez signer un contrat. Dans ce contrat, il y a 3 possibilités. Vous pouvez prévoir ce qu'on appelle la clause compromissoire. Je voulais plutôt parler du pacte commissoire. Vous pouvez prévoir ce qu'on appelle le pacte commissoire. Excusez-moi, la clause compromissoire, j'ai pensé à autre chose. Donc, le pacte commissoire. Le pacte commissoire, c'est quoi? C'est une clause qui prévoit l'attribution amiable de l'immeuble en cas de défaillance. Attribution amiable de l'immeuble en cas de défaillance du débiteur. Explicite. Quelqu'un qui vient chez vous et vous dit voilà, donnez-moi de l'argent, j'ai ma parcelle, ça peut coûter 100 000 $. C'est surété. Surété. Là j'insiste, ce n'est pas acte uniforme portant procédure de recouvrement et de voies d'exécution. C'est sur les surétés. Prenez carrément ma parcelle. Et c'est légal. Les droits communautaires prévoient ça. Que à l'échéancier, si le débiteur n'arrive pas à payer valablement, vous pouvez vendre ça. D'ailleurs, c'est difficile, ces clauses-là. C'est parfois rare, à moins qu'une personne soit dans l'extrême nécessité. Mais du moins, ce n'est toujours pas aisé de pouvoir signer des pareilles clauses, mais ça arrive quand même, surtout devant les banques, quand quelqu'un voit réellement. Et vente forcée de l'immeuble. Donc la saisie sous-entend toujours la vente forcée de l'immeuble. Parce que si vous limitez à la saisie, dès lors que vous avez fait la publicité de votre commandement, la saisie est parfaite. Nous allons bientôt voir ça. Tout de suite là. Alors, donc je disais que si vous n'avez pas prévu les 2 clauses préalablement énumérées, des conditions relatives à la créance, naturellement, vous devez avoir un titre exécutoire. Donc, il n'y a plus d'incertitude. C'est que vous avez un débiteur à hypothéquer son immeuble. Mais avant même que les... Mais nous allons revenir, je crois qu'on va revenir, on va recourir au droit des obligations. Où on a analysé les questions de force majeure, cas fortuit, tout ça. On va revenir, nous allons analyser, c'est parmi les cas à résoudre, mais je crois qu'on va résoudre aussi avec l'esprit du droit au WADA. Alors, conditions relatives au sujet de la saisie et des biens à saisir. Qui est le sujet actif, privilège spécial ou non? Tout créancier a le pouvoir de procéder à la saisie immobilière. Mais il y a des réserves. La première réserve, c'est que si vous êtes créancier chirographaire, les créanciers chirographaires, j'aime toujours rappeler, c'est celui qui n'a aucune garantie. C'est celui qui n'a ni gage, ni hypothèque, n'a aucune garantie. Alors, vous êtes créancier chirographaire. Votre créance est de l'ordre de 50 000 $. Et que l'immeuble, d'après l'expert immobilier, a une valeur vénale de 60 000.
avez-vous le pouvoir de procéder à la saisie immobilière? À ce niveau-là, il y a une réserve. La première réserve, c'est que si les sommes objets de la créance sont inférieures à la valeur vénale de l'immeuble, le créancier chirographaire ne peut pas initier la procédure. Ou il peut l'initier, mais ça ne va pas prospérer. Donc il faudrait que la créance soit au-dessus ou au-delà de la valeur vénale de l'immeuble lorsque vous êtes créancier chirographaire. Donc le principe relativement au sujet actif de la créance, c'est-à-dire le créancier saisissant, c'est que tout créancier peut procéder à la saisie immobilière. Chirographaire, votre créance est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble qui veut faire objet de la saisie, eh bien, vous ne pouvez pas procéder, même si vous procédez chirographaire. Il peut initier les discussions, il peut commencer à vous promettre aussi. Donc voilà, j'ai loué seul cette parcelle-là, comme lui, mon bailleur sur la créance. Il peut également, au jeu que vous devez, son bailleur ou le propriétaire de la parcelle. Il a aussi les conditions, non seulement quant au sujet de saisie, mais aussi quant au tiers saisi. Ce bien peut être saisi non seulement entre les mains du débiteur principal, mais aussi entre les mains du tiers, c'est-à-dire de celui qui en jouit. De la loi numéro 73, barre 021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, décrit un peu. Tout ça peut faire partie. Je vais peut-être lire concession perpétuelle. Les immeubles par incorporation et par destination. Nous avons les concessions perpétuelles, l'amphithéose, les immeubles étendus sur une superficie sur lesquels également il y a l'usufruit et l'accessoire même de ces immeubles. Nous avons également des concessions minières. Les concessions minières peuvent également faire l'objet, lorsque c'est hors commerce et juridique, et même les concessions des chemins de fer. Il y a des particuliers qui ont des chemins de fer. On peut également, ça peut faire objet de saisie immobilière parce que ça peut faire objet de sûreté. Alors, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de combiner, c'est ça l'avantage de cette formation. Non seulement les droits communautaires sur la procédure simplifiée de recouvrement, avec la procédure sur les droits de sûreté, plutôt le droit de sûreté, mais aussi nous combinons avec les droits internes, notamment la loi de 1973 et l'ordonnance loi de 1886, l'ordonnance plutôt de 1886 sur la saisie immobilière. Et c'est ça l'avantage, parce que si un Camerounais, un Burkinabé vient arriver à nous enseigner ses cours, il va se limiter uniquement sur les droits communautaires. Bon, à la plus belle femme du monde, on peut donner que ce qu'elle ne peut donner que ce qu'elle a. C'est comme ça que c'est limite à ce niveau. Mais si c'était dans leurs droits, c'est comme ça que nous avons l'obligation de marier, de cimenter les droits communautaires au droit national. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire pour nous permettre de nous asseoir, bien évidemment, sur
le droit communautaire qui fait déjà partie de notre droit. Alors, parce que nous avons compris les biens immobiliers susceptibles d'être immatriculés. Les mots, c'est dans le droit communautaire que je l'ai puisé. Immatriculé. Ici, chez nous, ça signifie enregistré. Celui qui n'a pas le certificat d'enregistrement ne peut pas hypothéquer sa parcelle. C'est ça le principe. Mais il y a des nuances. C'est que si une personne n'a pas un certificat d'enregistrement et qu'elle désire obtenir ou hypothéquer sa parcelle, les documents, eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Vous devez aller avec lui chez les notaires. Ou il peut aussi arriver que, ne connaissant pas la loi, l'argent et on lui a remis la fiche parcellaire ou même d'autres documents. Le certificat d'enregistrement. Le président devra prendre soin de vérifier le contrat qu'on lui amène, parce que c'est sur base de ce contrat-là qu'il est saisi. Donc on annexe les contrats, une requête sollicitant l'autorisation d'obtenir un certificat d'enregistrement. Et il devra vérifier naturellement, il devra même appeler les deux parties, chercher à vérifier. Et même le conservateur qui doit délivrer le certificat d'enregistrement, avant de le faire, il a ses services qui ont obligation de vérifier. D'ailleurs, c'est celui qui est l'interface, le conservateur qui est l'interface entre les citoyens et l'État dans ce domaine-là. Donc, il est censé connaître les immeubles de l'État et même s'il y a autorisation du président, le conservateur, après observation, constate que cet immeuble-là appartient à l'État. Il peut envoyer une note au président pour lui dire, voilà, après vérification, je constate que l'immeuble en question, c'était l'immeuble de l'État. Parce que le président n'est pas censé connaître tous les immeubles de l'État. Mais il est devant le fait qu'on lui présente. Il peut autoriser, mais le conservateur est censé connaître tous les biens de l'État. Et à ce niveau-là, je crois que le président, qui ne connaît pas, qui n'est pas dépositaire de tous les titres de l'État, encore que l'État, généralement, n'a pas de titres. La grande difficulté, c'est que quand on amène l'État en justice, quand sur un conflit, on a autant sur son immeuble, le particulier a déjà les certificats d'enregistrement, mais l'État qui en est propriétaire n'en a pas. Parfois, il amène, non, voilà, il y a une liste ici des biens de l'État. Sans arrêter, sans quoi. Il vient avec une liste. Mais le juge qui a devant lui un certificat d'enregistrement, vieux depuis les 2 ans, et l'État qui n'a rien pratiquement, mais le juge est confronté à une difficulté. Voilà pourquoi le conservateur est censé faire valablement son travail, identifier. La plupart des fois, c'est que les conservateurs travaillent en complicité avec les particuliers. Bon, là, c'est les cas que je vois souvent à Gombe, je ne sais pas si de ces côtés également. Ils travaillent généralement avec les particuliers et les immeubles de l'État sont vendus aux Indo-Pakistanais, ainsi de suite. Il a été dit par rapport au droit de préemption dont bénéficient les locataires. Maintenant, ma question, c'est de savoir lorsque cette vente-là a été opérée en violation du droit de préemption, le locataire a-t-il le droit de faire annuler cette vente? Si oui, dans quelles conditions?
la question c'est de savoir, lorsqu'on n'a pas respecté les droits de préemption, quelle est la conséquence? Le législateur communautaire a utilisé le verbe pouvoir, peut. Donc c'est une possibilité. Mais nous savons tout de même que parmi les principes que nous avons vus, à partir des articles 28 jusqu'à l'article 53, que le tiers ne peut pas faire obstacle à la vente. Donc, si nous combinons ce principe-là par rapport au verbe pouvoir qui est utilisé, c'est que si on arrivait à enfreindre ce principe-là, il n'y a pas de conséquences. Parce que s'il assigne en dommage, là, il fait obstacle à la vente. Parce que le principe, c'est que le tiers ne peut pas faire obstacle à la vente. Et ce principe-là, c'est un impératif catégorique. Alors, mais dans les privilèges qui est donné au tiers, ce sont des possibilités. Il peut ou ne pas avoir de l'argent pour venir. Il peut ou ne pas avoir besoin de discuter avec, parce que c'est le droit de discussion. Il peut aussi s'abstenir. On ne va pas se dire non, mais on n'a pas discuté, donc on a mis non. C'est une possibilité. Dans le cas où le juge est saisi, mais le juge devra se rendre compte que c'est une possibilité et que cela ne peut pas faire un obstacle. Et le juge va se baser sur le principe vu, je crois, à l'article 31, c'est que le tiers ne peut pas faire obstacle à la procédure initiée en matière d'exécution. Fiscale. On supposait que la mission fiscale peut faire des recouvrements, des exécutions en matière immobilière, peut-être même en d'autres matières. Est-ce que le juge qui statue dessus va se conformer au droit rwandais ou bien va se conformer au droit supranational? Est-ce qu'il y a... Quand tu veux faire la saisie immobilière? Oui, c'est-à-dire en matière fiscale. Ils sont allés devant le juge en matière fiscale, l'état du contentieux est passé, ils allaient devant la juridiction. Je sais qu'ils sont en matière fiscale, mais on doit opérer des saisies en matière immobilière. Est-ce que ce sera le droit Ouada qui va s'appliquer ou bien on va appliquer le droit supranational? Est-ce que vous aussi établissez une différence aussi en cette matière? Comprise. Nous avons lu la fois passée les matières régentées par le droit Ouada à l'article 2. Le droit fiscal, je crois, n'est pas cité. Oui, c'est pas cité. Mais il s'avère que lorsque le fiscaliste, c'est-à-dire ceux qui veulent appliquer le droit fiscal, après avoir obtenu l'avis, qui est aussi un titre authentique, nous l'avons cité, c'est un titre authentique, d'abord, il ne doit pas venir devant les juges, devant les TGI, mais c'est devant le juge administratif. Parce que nous avons la loi 2016 qui prévoit que toutes les questions en matière de contentieux fiscal sont déférables devant le juge administratif. Mais en attendant, les TGI le fait. Donc, ça ne va pas, on ne va pas suivre les droits communautaires parce que l'article 2, qui est notre code de conduite, ne répertorie pas le droit fiscal parmi les matières. J'ai dit, je vous remercie. Des tiers, lorsque les locataires, donc, vous avez dit que les locataires paient désintéresser les créanciers. Alors, au cas où les locataires désintéressent les créanciers, il a maintenant quel droit sur la propriété? C'est une question intéressante. Au cas où les locataires désintéressent, première chose, il va falloir qu'on puisse évaluer la valeur vénale de l'immeuble. Et si la valeur est au prorata des sommes versées, eh bien c'est une vente. C'est une vente. Et que si c'est supérieur, il devra maintenant compléter ce qui reste. Parce que c'est la même vente qui serait passée devant le juge, mais cette fois-ci on l'a fait de façon amiable. Maintenant, le juge qui a été saisi ne devra que constater la vente à travers une ordonnance. Constater la vente de l'immeuble qui appartient désormais au tiers saisi qui l'a désintéressé. Merci. C'est intéressant les principes, parce que les droits, les législateurs du
droit, est-ce qu'il a prévu le mécanisme de subrogation par rapport à cette procédure? C'est ce que nous sommes en train d'analyser, ça dépend. Je vais étendre un peu la question. Lorsqu'il s'agit de saisie-attribution, vous remplacez, c'est-à-dire que votre débiteur principal est le créancier de tiers saisie. Maintenant, quand vous saisissez ces sommes, eh bien, vous les remplacez. Vous remplacez votre débiteur qui est créancier ailleurs. La même chose, si par exemple, en matière de saisie immobilière, un tiers saisi voudrait désintéresser les créanciers saisissants. Dans ce cas-là, le créancier saisissant est désintéressé par les tiers saisis. C'est une forme de subrogation. Même si le terme n'est pas utilisé en droit Rwanda. Le terme de subrogation n'est pas utilisé, mais on parle de tiers saisie, de saisie attribution, tout ça. Mais on sent qu'il y a une idée de subrogation dans toutes ces procédures. Concernant l'immeuble, s'il est emporté par de religion et qu'il a été hypothéqué par le débiteur, on n'avait pas donné la réponse. Cas fortuit, c'est un élément extérieur qui arrive à emporter l'objet même de... Mais dans ce cas, en cas de cas fortuit, c'est un élément imprévisible. Qu'est-ce qui est prévu par les droits des obligations? Moi, je crois que la réponse est non pour... Alors, demain, nous allons finir avec la saisie. Les brevets seront donnés à ceux qui ont participé au moins 4 fois. Et une bonne qualité, ça va vous aider, même dans votre promotion. Autrement aussi. Mais je voudrais ici dire que demain, ce sera vraiment une petite cérémonie à la fin nationale et remettre le brevet et on va se séparer. Mais du moins, on va finir avec le déroulement de la procédure ainsi que les incidents demain. Pour ne pas déborder. Soyons là à 12 heures. S'il vous plaît, merci. Tout le monde, pour ceux qui ont pris part à la formation, à raison de 4 séances au moins, seront déclarés diplômés. Mais ils recevront les papiers des diplômes pour aller mettre au mur, pour graver au mur, pour que les enfants et les petits-enfants voient. Il faut payer $5. Merci.